Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la voie des Gémeaux cœurs, le podcast où le sort vous est favorable. Replongez avec nous dans l'univers Hunger Games et découvrez les secrets de Panem chapitre après chapitre. Bonjour à tous, je suis Arwen et je suis ravie de vous retrouver pour continuer notre relecture de Hunger Games. Aujourd'hui je serai toute seule parce que j'en avais marre de mes collègues, donc voilà. Bon, évidemment, je plaisante, je ne peux pas faire ce podcast toute seule. Je suis très contente d'être accompagnée comme toujours des irremplaçables May, Amandine et Claire. Ça va les filles ? Salut, ça va et toi ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas 4, nous sommes 5. Non. On a une invitée spéciale pour cet épisode. Mais qui est-ce ? Eden. Wouh. Bonjour tout le monde. Comment tu vas, Eden ? Bah écoute, je fais comme je peux, comme les auditeurs pourront l'entendre. Je suis un peu malade, donc je m'excuse par avance de ma voix qui est très cassée. Mais bon, je suis très contente d'être avec vous pour cet enregistrement. Ravie de vous rejoindre pour ce chapitre. Johnny, nous sommes ravis de t'accueillir dans notre podcast. Oui. Bon, on est enchantés en tout cas de te recevoir sur ce chapitre et on va te présenter un peu pour nos auditeurs. Déjà, on peut parler de ton lien avec le podcast, parce que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu étais intéressée pour te joindre à nous lorsqu'Amandine avait lancé l'idée, mais malheureusement, tu n'avais pas assez de temps pour être sur tous les épisodes, parce que tu as déjà un podcast. Et oui, en effet, je participe à un podcast avec d'autres copains sur la série Doctor Who, qui est un podcast de découverte ou de redécouverte de cette série qui a fêté ses 60 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Oh. 60 ans, c'est énorme. Ah la vache. Et oui, ça fait beaucoup. Donc voilà, et donc le podcast c'est Rodardis Experience, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Trop bien. Bah oui, allez découvrir ça, hein. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir vu Doctor Who avant, contrairement à nous où il faut avoir lu les livres. Vous pouvez découvrir Doctor Who avec le podcast. Ouais, parce que vous débriefez vraiment que épisode par épisode, il n'y a pas de gros spoil sur le reste. Non, absolument pas, c'est vraiment épisode par épisode. Donc par exemple, si on débriefe l'épisode 4 de la saison 6, il n'y aura pas de spoil sur les saisons suivantes. Par contre, on peut revenir sur des éléments des saisons précédentes. Normal. Bon, est-ce que tu peux nous raconter ton lien avec la saga Hunger Games et comment tu l'as découverte ? Est-ce que tu as un personnage préféré, un moment ou un livre favori peut-être ? Alors mon histoire avec Hunger Games, elle est un peu en dents de scie, puisque j'avais vu à l'époque le premier film au cinéma. Je pense que j'avais lu le livre, le premier tome, à peu près à ce moment-là aussi. T'avais lu avant de voir le film ? Je pense que j'avais dû le lire après peut-être. J'avoue que ça remonte à il y a quelques années, j'ai plus tout en tête. Ça remonte à presque 15 ans quand même, hein. Et après, je pense que j'ai vu le 2 au cinéma aussi. Et après, j'ai un peu lâché la saga. Je m'étais refait les 4 films il y a quelques années parce que comme j'avais pas vu les 2 derniers, je voulais quand même avoir la fin de cette saga. Et il y a c'était l'année dernière, sur le Discord où on s'est toutes rencontrées, on a fait une lecture commune des livres et c'est à ce moment-là que je me suis replongée et que j'ai découvert les 5 livres de la saga. Oh. Est-ce que t'as lu aussi le préquel ? Enfin, le dernier ? Si, là j'ai lu le dernier du coup. Ok. J'ai lu vraiment les 5, ça y est, ils sont lus, je les ai enchaînés. Ça veut dire qu'avant, t'avais pas lu le dernier livre ? T'avais lu que les 2 premiers ? J'avais lu que le premier tome. Et j'ai lu les 5 tomes là quand on a fait la lecture commune, parce que même j'avais vu le film, la balade du serpent et... Ça nous fait rire parce que même nous, on n'arrive pas à se souvenir de ce titre. Surtout Claire. Je veux pas balancer, mais surtout Claire. Non, moi aussi, je me compte dedans.
Bon, on va dire, le livre sur Snow, je l'avais pas lu, mais j'avais vu le film au cinéma. Ah. Et du coup, t'as préféré le film ou le livre, là? Ah, compliqué à dire. Je pense qu'en fait, le livre est quand même peut-être plus intéressant parce qu'on comprend mieux la psychologie du personnage. Ah ouais, Parce que carrément. c'est vrai que Tom Blythe est quand même assez mignon et du coup ça casse crée un contraste, ouais. ça casse un peu tout le côté cynique, calculateur qu'a Snow, parce qu'on a l'impression qu'on peut tout lui pardonner à Tom Blythe. Ouais, c'est ça. Exactement. Et ouais, c'est ce que je disais, moi, j'avais pas lu le préquel avant de voir le film, et en fait pendant tout le film, je me suis demandé, mais pourquoi j'aime bien Snow ? C'est bizarre. Pourquoi je l'aime bien ? C'est pas normal. Parce qu'il a une Parce gueule que d'ange. Tom Blythe. Et du coup, t'as un personnage préféré peut-être ? En fait, je pense à Mitch parce que j'aime bien son développement et aussi un peu le fait d'avoir lu son préquel, de mieux le comprendre. Parce que c'est vrai qu'on voit qu'au début, il est... c'est un ivrogne, voilà. Mais dès qu'il voit qu'il y a quelque chose à faire et qu'il doit jouer son rôle, il va le jouer en fait. Il va aller trouver les sponsors pour Katniss et Peeta, il va leur donner des conseils, etc. Donc il a quand même cette dualité en lui qui est due à son passé, mais je le trouve hyper intéressant dans sa complexité. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et un livre ou film préféré aussi ? Je dirais, je vais pas être très originale, hein, mais le premier parce que c'est ce qui fait rentrer dans l'univers, ce qui te fait connaître les personnages, etc. Donc le 1 a toujours une saveur un peu particulière. Je suis d'accord aussi. Bon, très bien. Et on va faire comme ce qu'on a fait dans notre épisode de présentation, et on va faire un peu ton portrait dans Panem. Alors, est-ce que tu peux imaginer de quel district tu viendrais ? Et est-ce que tu serais plutôt carrière ou district plus pauvre ? Ou alors est-ce qu'il y a un district qui t'attire le plus ? Alors en fait, je ne vais vraiment pas être originale parce que je vais être comme vous aviez été du district 7 pour exactement les mêmes raisons. Le papier, les livres, etc. Donc je suis vraiment absolument pas originale. C'est génial, on va pouvoir se retrouver là-bas, trop cool. On fera des parties bio, on fera des clubs de lecture tous ensemble autour d'une cheminée. Ça fait moins de chances d'être choisi comme ça, c'est bien. Vous êtes plus nombreux. C'est pas faux. C'était pas clair qu'il y avait cette stratégie-là avec... Avec les carrières. Je voulais d'un district de carrière pour qu'ils se portent tous volontaires à ma place, mais... Et si tu étais moissonnée pour les Hunger Games, quels ateliers tu choisirais à l'entraînement ? Alors je pense que je me dirigerais plutôt vers les ateliers de survie, par exemple, tout ce qui va être apprendre à faire du feu, reconnaître les choses qui sont comestibles, etc. Parce que je trouve que c'est quand même assez important pour survivre. Et comme en fait, de toute façon, j'ai un corps tellement faible, comme vous pouvez le constater, de toute façon, tout ce qui est combat, ce sera mort pour moi. Donc autant que j'essaye de survivre comme je peux. Il y a vraiment que moi qui n'a pas pensé à la survie. Hein. Et du coup, est-ce que ça voudrait dire que tu te cacherais pendant tous tes jeux ? Évidemment. C'est ce que j'allais dire, dans l'arène, ça serait quoi ta stratégie ? Moi, en fait, je serais une YRS, hein, c'est je me cache. Je me cache, j'attends. Ah, donc décidément, vraiment, nos jeux seraient très ennuyants. Bah non, il y aurait Slimama qui nous cherche. Les meufs, elles fuient et après elles se cachent. Ah oui, mais attends. Cache-cache party. Ça devrait se renommer en fait. Hunger Games devient cache-cache party. Eh bien, maintenant que vous savez tout, on peut rejoindre Katniss qui vient de faire son entrée dans l'arène après avoir fait ses adieux déchirants à toute l'équipe. Avant de se lancer, petit rappel qui ne fait pas de mal, nous pouvons parler de la saga dans son entièreté, il y a donc des chances qu'il y ait des spoils. Donc si vous n'avez pas encore tout lu ou vu, on vous conseille de vous jeter sur les livres ou les films et de revenir nous écouter après. Mais je crois que c'est toi qui vas nous résumer la première partie du chapitre, la scène est à toi. Ouh, j'arrive telle une queen. 60 secondes.
Ce sont les premiers mots du chapitre, mais également le temps qu'il reste avant le début officiel de ces jeux. Katniss explique qu'il ne faut surtout pas descendre de la plaque sur laquelle elle est juchée, sinon, sous peine de se faire exploser par une mine antipersonnelle. On découvre avec elle le cercle des tribus, la corne d'abondance et tout le matériel débordant de celle-ci. Moi, j'ai tiqué sur la taille de la corne d'abondance parce qu'on sait qu'à la fin, ils vont devoir l'escalader, mais c'est mentionné qu'elle fait 6 mètres. Et je sais pas combien d'étages ça fait, 6 mètres, ça doit faire au moins 2-3 étages, non? Ouais, j'avais dit 3 étages. Ouais, parce que c'est à peu près 2 mètres de plafond pour un 2 mètres 40 même, non, je crois. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais de toute façon, Après, elle est de travers. Enfin, Mm. c'est une forme de, comme ils appellent, de conche. Ouais. Donc c'est une espèce de gros coquillage. Ah, peut-être qu'il Donc il doit y avoir un escalade côté par plus le bas. bas aussi, Oui. plus bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça expliquerait parce que je me suis dit, ouh, ils sont costauds quand même. Ils ont des échasses. Ouais. Boing. Il faut pas avoir le vertige quand même non plus, parce que 6 mètres de haut... Ouais, ça fait déjà haut. C'est 6 mètres. Ouais, c'est Même 6 mètres. 7 bons mètres. 7. Moi, j'avais noté 20 pieds dans la version anglaise. Et du coup, j'avais fait le calcul et il disait que c'était à peu près 6 mètres. Ah bah, dans la version française marseillaise, c'est 7 bons mètres. Puis après, c'est à vue de nez, hein, donc on peut mettre plus ou moins 2 mètres, hein, je pense. Oui. C'est dur, hein. Oh, bah, moi, je serais incapable de définir ça fait 1 mètre ou 2 déjà, donc bon. Ouais, non, mais c'est clair. Sont donc éparpillés nourriture, récipients d'eau, armes en tout genre, médicaments, vêtements, briquets, plus d'autres choses plus loin. Sachant que plus on s'éloigne de la corne d'abondance, moins les objets sont précieux et utiles. Alors moi, j'ai fait des petites recherches sur la corne d'abondance. Oh. Est-ce que vous savez un peu c'est le ce mythe. que c'est, d'où ça vient? Ouais. Oui, Ouais. c'est le mythe grec. Ouais, ça vient de la mythologie gréco-romaine. Et donc c'est un symbole qui représente une source inépuisable d'abondance, de fécondité, de fertilité, de générosité, de richesse, de joie, de prospérité. Et c'est l'attribut de nombreux dieux. Les attributs, donc c'est ce avec quoi on représente certaines divinités. Et pour son origine, alors comme un peu tout dans la mythologie, il y a plein d'histoires possibles. Mais l'histoire la plus répandue dit que la corne d'abondance a été arrachée à la chèvre d'Amalthée, déesse nourrice qui nourrissait Zeus, donc le dieu des dieux, de nectar et d'ambroisie. Voilà. Et alors, est-ce que vous connaissez le cornucopianisme ? Cornucopianisme. Non. Alors en fait, c'est une théorie qui vient du mythe de la corne d'abondance, et c'est une théorie qui est économique, environnementale, philosophique, un peu utopique, selon laquelle toutes les inventions et les innovations humaines permettraient de pallier à tous les problèmes possibles d'épuisement de richesses et d'épuisement des ressources et de croissance démographique. Et en gros, c'est un peu avoir beaucoup d'espoir au génie humain pour pouvoir continuer à avancer. Donc c'est une vision assez utopique de la vie. Et ça s'oppose à la théorie néo-malthusianisme, qui elle est plus terre-à-terre, entre guillemets, et qui prend en compte les ressources limitées de la Terre et le fait que la croissance démographique est bien plus rapide que la croissance de la production alimentaire. Donc c'est deux théories qui s'opposent. Et je trouve que c'est intéressant parce que ces deux théories, ça rappelle un peu les visions du Capitole d'un côté et des districts les plus pauvres de l'autre. Ouais. Parce que donc d'un côté, on a le cornucopianisme avec qui fait beaucoup penser au Capitole, qui est toujours dans l'excès, notamment beaucoup avec la nourriture. Et de l'autre côté, donc le néo-malthusianisme, avec les districts qui sont beaucoup plus rationnés dans leurs ressources alimentaires et tout ça, et qui font beaucoup plus attention aussi aux enfants qu'ils ont ou non. Voilà. Je voulais faire un petit point
Un petit Très point culture. intéressant, merci Bah, Amandine. ouais, trop intéressant. Merci Amandine. Avec plaisir. J'avoue, c'est un peu dur de passer après toi parce que moi, ce que j'ai marqué, j'ai juste fait un parallèle parce que ce qui m'a choqué, c'est vraiment l'organisation. Comme il y a rien qui est laissé au hasard, genre vraiment, même enfin déjà le fait d'appeler ça une corde d'abondance comme si c'était un don et vraiment genre on vous fait une faveur, on fournit et tout. Ça m'a fait bizarre et vraiment toute l'organisation, que les objets soient de moins en moins utiles au fur et à mesure, je trouve ça hyper cruel et ça m'a beaucoup rappelé, je sais pas si vous avez déjà regardé je sais pas si le parallèle va être très bien amené, mais au pire on coupera, c'est pas très grave. Est-ce qu'on va encore parler de Koh-Lanta? Non, là j'allais parler de la Shoah, donc c'est pas fou. Ah oui, pas la même ambiance. Bah, je sais pas si vous avez déjà écouté des témoignages de survivants de la Shoah, justement, et il y a une survivante qui s'appelle Ginette Kolinka, qui faisait un parallèle où justement toute la façon dont l'organisation du camp était traitée, etc. Il y avait vraiment des personnes qui y avaient réfléchi dans des bureaux, qui se disaient on va pouvoir faire ci, ça, pour que ce soit spécialement horrible pour eux. Et ça m'a vraiment rappelé ça dans la façon dont eux, ils ont organisé les jeux. J'ai toujours un doute entre est-ce que c'est fait vraiment pour le plaisir télévisuel ou est-ce que c'est vraiment dans une volonté de nuire vraiment les deux, pour rendre les choses encore plus cruelles en fait. Les deux. Ouais, je pense Oui, clairement aussi. les deux. Hein. Parce que tout ce qui va être cruel et qui va les pousser dans leur retranchement et dans leur humanité, c'est ce que le Capitole veut voir. Ouais, ça fait partie du spectacle aussi. C'est ça. Et moi j'ai une question pour vous du coup, pour parler de la camp d'abondance. Est-ce que vous irez quand même tenter de prendre quelque chose, alors pas à l'intérieur de la camp d'abondance, mais vous savez sur le côté, les trucs un peu plus qu'ils appellent moins d'intérêt, ou est-ce que vous foncez quand même direct vous cacher, sans rien prendre? C'est une bonne question. Il y a moyen de récupérer un sac comme Katniss pas trop loin, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais trop peur, je fuis direct. Moi, j'ai pas confiance en mes chances. Je pense que j'essayerais de faire comme Katniss, mais que je me ferais tuer dans l'action. Oh non. Non, moi je cours pas très vite, donc si en plus je fais un petit aller-retour pour aller récupérer quelque chose, c'est mort. Donc non, je vais direct dans la forêt. Et toi, Rowan? Moi, je le tente très bien aussi. J'ai pas dit que j'y arriverais, mais je pense que... Elle n'est pas Gryffondor pour rien, hein? Oui, mais toi, tu cours vite, Arwen, aussi. C'est pour ça. Non, j'ai pas dit que je courais vite. Elle court longtemps. Moi. J'ai dit je cours régulièrement. Et toi, Eden? Alors moi je pense que je suis comme Amandine, je cours direct me cacher parce que je cours déjà de 1 pas vite et de 2 si je commence à courir c'est un coup à me blesser parce que je tomberai, je fais une connerie. Donc voilà, autant je fonce direct pour gagner du temps. C'est un peu le boulet du... le boulet de la saison, tu dis elle est encore trébuchée toute seule. Génial. Oui, écoute, c'est comme Bella dans Twilight. C'est comme Bella dans Twilight, elle arrête pas de tomber. Mais c'est moi, voilà. Alors je rigole, je tombe pas tout le temps quand même, mais bon. Faut pas me faire courir, quoi. Vraiment. N'envoyez pas Eden dans l'arène, non. Ouais, c'est mieux ça. Je vais pas dans l'arène, c'est une très très bonne idée. Je vote pour. Katniss aperçoit près d'elle une toile plastique. Sur ce début de chapitre, on n'a que des descriptions simples, sans émotion, et pourtant il y a une réelle tension dans ces phrases. Vraiment, j'étais sous pression en lisant. Moi aussi. Bah ouais, c'est parce que... là, tu sais qu'il y a même pas 60 secondes qui se sont passées, là, donc c'est... Là, t'as l'impression d'être en temps réel, quoi. Ouais. Et puis c'est vraiment des descriptions toutes simples, quoi. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, je suis là... Ça te fout en parce tension. qu'il faut aller vite, quoi. C'est très rythmé, effectivement, les descriptions assez simples. On a presque l'impression d'entendre le tic-tac derrière de c'est trop ça. J'avais le palpitant, des gens. Oh mon Dieu, ça va commencer. Pourtant, calme-toi, c'est pas toi. Fini, hein, mais... Oui, non mais c'est trop ça.
Après s'être imprégné de son environnement proche, Katniss regarde plus loin afin de comprendre la reine. On apprend donc qu'en face d'elle, il y a probablement une descente raide, voire une falaise, parce qu'elle ne voit rien derrière les tribus. À sa droite, c'est un lac, et à sa gauche et derrière, c'est une forêt de sapins. Katniss pense à Haymitch et l'entend lui recommander de dégager de là. Mais évidemment, Katniss, la tête de mule, hésite. Et pourquoi elle hésite ? Parce qu'il y a un bel arc prêt à l'emploi qui l'attend au pied de la corne d'abondance. Bah oui, attends. Mais là, à ce moment-là, Katniss, elle se dit que l'arc, il a carrément été mis là pour elle. Vous pensez c'est que... C'est vrai sûr ou pas même. Ah bah oui, Ouais. c'est sûr. Bah oui, Parce que moi, je me dis que il y a déjà dû en avoir dans d'autres éditions. Je veux dire, c'est pas une édition spéciale où il y a un arc et les autres, il y en a jamais, quoi. Oui, mais là, ils savent qu'elle, elle est bonne. Ouais, il a été placé là quand même pour elle, je pense. Enfin, ils l'ont mis en espérant un peu qu'elle l'ait au bout d'un moment, je pense. Ouais. Ou qu'elle le convoite, effectivement. Ce qui est étonnant par contre, c'est qu'on est d'accord que dans le deuxième, dans les deuxièmes jeux où elle va, ils veulent qu'elle meure pendant les jeux. Mais du coup, pourquoi ils lui ont mis un arc aussi à ce moment-là, et en plus avec encore plus de flèches? Bah, pour montrer. C'est peut-être plus tard regarder la pour face. Ah oui. Et puis c'est Plutarque aussi qui est un peu qui est carrément dans le game, donc... Ouais. Ouais. Peut-être ils se disent, on veut faire du spectacle, donc il lui faut vraiment des flèches. Je sais pas. Bah, après, pour moi, en fait, comme, oui, le Capitole veut la tuer, mais ils peuvent pas la tuer comme ça, donc ils sont quand même obligés, parce qu'elle est un peu comme la chouchoute des districts. Donc ils peuvent pas, s'il n'y avait pas eu d'arc, ça aurait paru peut-être un peu suspect. Donc ils se sont dit, on trouvera une façon de la faire tuer dans l'arène, mais il faut quand même que ça soit pas cramé, que il faut qu'elle meure. Moi, je suis plutôt d'accord avec May. Je pense que Plutarque et globalement les rebelles undercover au Capitole ont placé des éléments pour aider. Pour l'aider. Ouais. Bon, j'ai je ma vois bien réponse, ça aussi. merci. Elle se tient prête à sprinter au gong pour aller chercher l'arc et son carquois. Alors ok, si elle court vite, elle pourra aisément le récupérer. Mais il faut pouvoir s'enfuir juste après. Surtout qu'un arc, c'est pas franchement l'arme idéale pour le combat rapproché. Bon, après, tu peux mettre des coups sur la tête avec ton arc, comme mon ami avec leur parapluie. Je vois trop la scène. J'imagine la grand-mère de Titi et Gros Minet, là. Viens, chat! Bon, sinon, là, Katniss, elle est en mode non, mais de toute façon, je cours vite, je peux le faire. Et puis, Haymitch, il m'a pas vu courir, c'est pour ça qu'il m'a pas dit que je pouvais le faire, mais en fait, je peux le faire, quoi. Mais vous pensez que Haymitch, il lui aurait vraiment conseillé d'y aller s'il l'avait vu courir? Non. Moi, je pense pas. Ah je non, pense je qu'elle a pense un pas. excès de confiance, là, on est d'accord. Ah ouais, hein. je Ah pense ouais. Oui, oui. Ah ouais, carrément. Ça doit être l'adrénaline qui fait ça. L'adrénaline lui fait croire qu'elle peut faire des trucs. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire! Ouais, ça m'a fait rire parce que on l'a vu en mode oui, bon, je sais à peu près tirer à l'arc, ça va. Enfin, tu vois, pas trop sûre d'elle, qui se remet en question. Et puis là, elle est en mode bah non, mais je peux le faire en fait. Y a pas de souci. Et surtout qu'en plus, elle a pas vu les autres courir, donc si ça se trouve... Bah oui. Ça m'a paru bizarre comme réflexion du coup. Elle pense sérieusement y aller, la bougresse, alors que tout mon corps me hurlerait de fuir à sa place. Soudain, Katniss aperçoit Pita. Il est à 5 tribus à sa droite et le regarde comme par hasard. Il a l'air d'avoir très bien compris ce qu'elle compte faire puisqu'elle pense le voir hocher négativement la tête. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que, comme Katniss, Pita a regardé tout autour de lui pour analyser la reine, ou il s'est mis tout de suite à la chercher du regard afin de trouver un moyen de la protéger même à distance? Pour moi, c'est un mix des deux, parce que je pense qu'en même temps qu'il veut regarder la reine, il la cherche. Je me dis qu'il a quand même le choc de découvrir la reine au début, ensuite il la cherche et après il se concentre sur « Ah mince, il faut que je fasse quoi ?» Moi, je pense que il y a plusieurs choses.
Mais en fait, il doit faire plein de choses en même temps parce qu'effectivement, dans son job, il doit repérer Katniss parce que c'est sa priorité. Il doit aussi observer l'environnement parce que il faut qu'il sache ce qu'il attend. Mais aussi, il doit repérer les carrières parce qu'il a sa fausse alliance qui est en place. Et donc, il doit aller... Je pense qu'il doit les rejoindre aussi. Et aussi peut-être analyser comment protéger Katniss des carrières. Donc il a 60 secondes pour faire tout un plan. Pour faire tout ça, le pauvre. Ouais. Ouais, parce que si c'est juste pour chercher Katniss et la protéger, le mec, c'est plus de l'altruisme, là. Il cherche même pas à survivre. Hein. C'est clair. Où est-elle ? Où est-elle ? Je me jette. Et un point pour Pita. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Toujours est-il que le gong retentit. Katniss, concentrée sur Pita, perd du temps et ne peut même plus se permettre d'aller à la corne d'abondance. Elle prend donc la toile plastique et un sac à dos orange fluo tout en pestant intérieurement contre Pita alors que 1. Il a rien fait et 2. Dans le pire des cas, s'il l'a influencé, il lui a très probablement sauvé la vie. Pour en revenir au sac à dos, ça n'a pas été simple de l'avoir puisque Katniss s'est retrouvée face à face avec le garçon du 9. Après une courte lutte, celui-ci s'effondre, un couteau dans le dos. C'est Clove qui s'élance vers Katniss, des couteaux plein les mains. Katniss, saisie par la peur de la voir arriver sur elle, pique un sprint en direction de la forêt. Clove lance un couteau qui vient se planter dans le sac à dos de Katniss. Ouf! J'adore ce moment-là. J'adore que Katniss, elle garde son sens de l'humour, un peu ironique. Et à la fin, elle lui dit « merci, c'est gentil de m'avoir donné un couteau. » Et toc! C'est ça. J'aime bien ce côté piquant chez Katniss. Ouais, moi aussi. Katniss continue de tracer en pensant à juste titre que Clove ne va pas la poursuivre jusque-là. Juste avant d'entrer dans la forêt, Katniss se retourne pour évaluer la situation. Elle voit une dizaine de tribus s'entretuer et d'autres sont déjà étendues par terre, morts, comme le garçon du 9. Elle en voit également qui ont, comme elle, choisi la fuite. C'est pas le tout, mais faudrait peut-être partir, Katniss, plutôt que de rester là et la regarder. Ouais, moi, je me suis fait une réflexion à ce moment-là, c'est que finalement, il y en a pas beaucoup qui s'attaquent à elle, alors que pourtant, elle a eu un score élevé, donc elle est censée avoir un peu une cible sur la tête. Et je me suis dit, tiens, finalement, il y a qu'une ou deux personnes qui se concentrent sur elle. Je pense que si elle avait participé au bain de sang, tout le monde se serait jeté sur elle. Ouais. Mais là, comme ceux qui vont tous vers la corne d'abondance, ils doivent se calculer entre eux, en fait. Et donc, comme elle fuit, elle devient plus une priorité, je pense. Pour l'instant, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Puis je vois bien les carrières faire un concours de celui qui en tue le plus. Donc si c'est pour partir après Katniss, ça leur fait perdre des points. Dans le film, il y a une scène horrible où il y a un jeune qui s'est réfugié et puis il est trouvé par Cato. Par Cato, Puis il tranche la gorge comme ça. Puis il est tout fier en plus. Pas du tout. Mais il se réfugie où Dans la corne d'abondance, tout au fond, genre il est caché derrière des armes, il est tout blotti. Et l'autre il arrive. C'est derrière des caisses, je crois, qu'il est caché. Ah, c'est horrible. Mais ceci dit, se planquer derrière les caisses, c'était quand même malin. Jusqu'à quand? Elle reprend donc la route, s'enfonçant dans la forêt. Alors là, deux choses. Déjà, dans le film, Katniss voit aussi Pita courir vers la forêt. Il se regarde un peu pendant quelques secondes, en train de courir, mais lui, il est un peu plus loin. Et deuxième chose, dans le film, quand Katniss arrive en courant dans la forêt, elle percute la renarde. Ouais, exactement. Et du coup, elles se regardent un peu en chien de bataille, mais finalement, elles repartent chacune de leur côté sans se battre. Elle est trop bien cette scène parce qu'elles sont vraiment toutes les deux en mode qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On s'en va. On fait comme si on s'était pas vu, on se casse. Exactement. Donc ici, Katniss ne rencontre personne et elle continue comme ça toute la journée, alternant entre marche et petite foulée. Je sais pas comment elle fait, moi j'aurais jamais tenu. Moi j'ai pensé à Arwen en lisant le chapitre en me disant est-ce que c'est possible? Il faut vraiment courir en petite foulée, quoi. Ah ouais, mais même au bout d'un moment, t'as un point de côté, c'est là. du petit trot, quoi. Après, si t'es ce qu'on appelle en endurance fondamentale,
ton rythme cardiaque, il est pas très très élevé, donc c'est censé être un rythme que tu dois pouvoir soutenir pendant une longue période. Katniss, elle a l'habitude des journées en forêt, à la chasse et tout, donc elle est dans son élément, là. J'allais dire, moi, le rythme que je peux garder assez longtemps, c'est la marche, hein. Moi aussi. Bah après, elle dit qu'elle alterne, hein. Ouais. Katniss n'ose pas s'arrêter pour examiner le contenu de son sac, mais elle range quand même sa couverture plastique ainsi que le couteau gentiment donné par Clove. Cela fait un moment que Katniss marche et elle n'a toujours pas vu de point d'eau. À part un lapin, elle ne rencontre personne. Mais voir le lapin lui donne l'espoir d'en attraper un lorsqu'elle aura pris le temps de poser des collets. Elle continue de mettre de la distance entre la corne d'abondance et elle se dit qu'elle se sent très en forme grâce à ces derniers jours où elle s'est bien nourrie. Étonnamment, la reine lui fait du bien. En fait, c'est parce que la forêt lui rappelle la maison et elle apprécie cette solitude après autant de jours passés sans réelle intimité. À la fin de l'après-midi, Katniss entend les premiers coups de canon, mais elle ne verra les portraits des tribus qu'à la tombée de la nuit. Est-ce que vous vous rappelez d'où ça vient, le fait d'annoncer les morts avec les coups de canon et de voir les portraits à la tombée de la nuit? Bah, je suppose du premier préquel. Ouais, dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et c'est... T'as une note, T'as triché. Non, même pas. Et c'est grâce au retour d'expérience de Lucy Gray qui indique à Snow que, en fait, eux, quand ils sont dans l'arène, surtout dans l'arène de Lucy Gray, en fait, où ils étaient... ils se cachaient beaucoup, en fait, dans... je sais pas comment on dit, l'arrière des gradins, en fait, ils voyaient pas trop ce qui se passait. Le sous-sol en dessous, là. Ouais, et du coup, ils savaient pas qui était mort quand, et donc elle avait dit après que ça serait bien d'avoir cette info une fois dans l'arène. C'est très bizarre comme retour expérience, genre « Ah, il faudrait ça pour la prochaine fois !» C'est clair. Plutôt que de dire « Non, ne recommençons plus ça !» Et moi, je me suis dit, c'est marrant, mais Katniss, elle nous a pas dit d'où viennent les photos utilisées pour la révélation des scores et puis des morts dans l'arène. Donc moi, je me suis imaginé ça comme un peu des photos de prisonniers, tu sais, les mugshots. C'est un peu ça. Mais on a une petite réponse dans le deuxième préquel, celui d'Haymitch, où ils ont des séances photos, justement... je crois que pour la plupart ils sont pris au moment où ils entrent dans le juste avant les interviews. Oui. Et genre il me semble que c'est un peu pris à la volée et il y a que l'équipe du District 12 qui a vraiment des photos de studio parce qu'ils vont chez Plutarque pour les faire. Mais je pense que soit c'est encore une fois des photos prises à la volée, soit c'est pendant la préparation, ils se font photographier sous tous les angles et puis c'est parti, quoi. Ouais, dans le film, ça fait très photo. Ça fait pas d'identité, photo, mais ouais, c'est en séance photo, ouais. J'allais dire, ça fait un peu photo de roster pour les rosters, c'est en sport. Je sais pas si c'est utilisé qu'au derby, je crois pas. Photo de roster, c'est les photos de la feuille de match où on voit qui joue. Et on a des belles photos officielles avec les numéros et tout. Et là, ça fait un peu ça. Elle explique que lors du bain de sang, c'est beaucoup trop difficile de tenir le compte des morts, donc les Game Makers attendent la fin pour annoncer aux autres tribus l'ampleur des pertes. Elle entend 11 coups de canon, 11 morts. C'est seulement à ce stade qu'elle pense à Pita. Il serait peut-être temps quand même, hein. Elle avait d'autres choses à penser, hein. On laisse pas Pita dans un coin, ok? En vrai, la moitié des tribus mortes sur le bain de sang, c'est quand même énorme, hein, je trouve. Oui. J'ai l'impression C'est que pas c'est récurrent chaque année, c'est à peu près le compte. Ouais. C'est pour ça qu'une année, ils ont mis le double. Oh. Mais il y a pas la moitié qui est morte aussi pendant le préquel d'Haymitch? Oh, sûrement, hein. Ouais, mais ça fait qu'il en reste quand même 24 si la moitié C'est ça. répartie. Donc elle se demande si Pita est déjà mort, en précisant que si c'est le cas, c'est peut-être pas si mal. Et pourquoi? Roulement de tambour.
Qui a fait ça? C'est moi. L'alerte Katniss la parano. Ah ouais, alors elle J'ai était bien, je trouvé. m'y attendais pas. Vous en pensez quoi? Ah, Pas c'est mal, génial. pas mal. Je suis morte. Donc, pourquoi elle se dit que ce serait pas plus mal? Comme ça, elle n'aura pas à le tuer. Bah oui, madame la parano de la gâchette, t'as encore frappé. Ouais, bah, exactement. On voit Katniss retomber dans son délire et elle pense de nouveau à tuer Pita. Non mais... Ça m'a fait trop rire quand j'ai lu ce passage aussi. J'étais vraiment « Oh, Katniss, encore !» C'est marrant parce que j'ai pas du tout eu la même impression que vous. Je me suis dit, oh là là, mais en vrai, elle a trop bien fait de pas s'investir avant. Parce que s'il meurt maintenant, au moins elle garde la tête froide et elle peut continuer à jouer le jeu du Capitole. Bah certes, mais elle a pas besoin de penser à le tuer. Bah ouais. Bon, ça d'accord. Je viens d'avoir une idée de mème qui peut être absolument incroyable. Vous voyez la tête de... Ça doit être qui? Ça doit être Cameron Diaz qui pointe du doigt en pleurant, là. Ah oui, avec le chat. Avec écrit « Leave Pita alone !» J'avais noté un deuxième truc, c'est on s'était posé il y a quelques épisodes aussi dans quel état renvoyer le Capitole, enfin renvoyer les je vais pas y arriver à faire cette phrase. Dans quel état le Capitole renvoyait les tribus. Et là on a une bribe de réponse justement où elle dit qu'il y a une espèce de nettoyage des corps et avant qu'il les renvoie entre très gros guillemets proprement au district. Donc ouais, il y aurait une sorte un peu de rite funéraire. Je suis pas sûre qu'on puisse dire ça. Je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, on a un bout de réponse, quoi. Ouais. Et encore, je pense qu'ils doivent le faire que quand ils peuvent, parce qu'on se souvient, alors c'est pareil, c'est du spoil, dans le préquel des Mitch, l'état dans lequel est le fils de Beatty. Ouais, j'y pensais aussi. Et puis, ils les renvoient avec leur effet personnel, non? Et des choses qu'ils ont laissées au centre d'entraînement, en plus. Il me semble, non? Ouais, il me semble. Je suis pas sûre que ce soit précisé. Ah, Ça non, me j'avais paraît ça très en tête. logique qu'ils le fassent. Ouais, ça me dit quelque chose quand même. Bah, comme ça, la famille Glimmer va pouvoir récupérer sa bague empoisonnée. La tricheuse. Ouais. Bouh. Ah non, c'est vrai, c'était Clove. Non, Non, je me suis justement. pas trompée, là, j'ai dit Glimmer. Ah oui, du coup, Eden, elle a pas encore cet Non. épisode. Et non. J'aurai la surprise en même temps que les auditeurs. Ouais. Katniss se décide à regarder le contenu de son sac. Elle y trouve un sac de couchage, des biscuits et du bœuf séché, un flacon de teinture d'iode, une boîte d'allumettes, une bobine de fil, une paire de lunettes de soleil et une gourde vide. Petit quiz. Savez-vous à quoi sert la teinture d'iode? Oui. C'est pas pour rendre l'eau potable. Ouais, c'est ce que je me suis dit, Non. mais j'ai pas compris à quoi ça servait, enfin comment ça marchait. Mais du coup, c'est pas ça? Non. Non, Ah bah, je sais pas alors. En plus, j'ai fait des études dans l'eau, donc je peux confirmer que c'est pas ça. Vas-y, dis-nous. C'est plus le permanganate, je crois que c'est du permanganate de je sais plus quoi qui rend l'eau potable. Enfin, une partie. Il y a tout un processus pour rendre l'eau potable. Ouais. Non, ça sert un peu de désinfectant. Oui. Ah. Comme de la bétadine. Je sais pas. Alors, je ne saurais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas fait des études de médecine du coup, mais non, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Et je sais, alors c'est pas la teinture d'iode, mais en fait, moi, je travaille pas très loin d'une centrale nucléaire. Et du coup, là où je travaille, le bâtiment où je travaille a des pastilles d'iode, en fait, au cas où il y ait des réactions, au cas où on ait des expositions radioactives. Ouais. Ouais, ma grand-mère, elle habitait pas loin d'une centrale, elle avait la même chose. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il y a un truc potentiellement radioactif dans le... Bah non, c'est au cas où qu'il y a un problème. S'il y a une fissure ou s'il y a un truc ou... Non, je parlais dans l'arène.
Ah, pardon. Ah non, la teinture d'iode, c'est un désinfectant. Là, c'est pour désinfecter, ouais. C'est l'iode, en fait, c'est l'iode en elle-même qui... C'est pas la teinture d'iode, c'est vraiment l'iode. C'est des pastilles d'iode, en fait, qu'on donne quand il y a des retombées radioactives. D'accord, ok. Et là, ouais, la teinture, ça va être un flacon liquide, quoi. Et en gros, ouais, ça sert à désinfecter les petites plaies, les éraflures. Et puis, il y avait d'autres trucs qui disaient que en fait, j'ai cherché ce que je savais pas non plus ce que c'était. Hein. J'ai cherché et du coup, il disait aussi que ça pouvait être utile pour des problèmes de peau, type acné et tout. Mais bon, dans l'arène, ils vont pas avoir besoin de ça pour l'acné. Hein. Bah, peut-être que Glimmer, si. Je l'imagine. Mais oui, avec son petit miroir. Bougez pas, tournez. Surtout quand tu sais qu'elle se fait piquer de partout à la fin. Ouais. Oh, c'est vrai. Bah ouais. Et donc, autre question. Des lunettes de soleil. Sérieusement, pourquoi ? On les amène à l'abattoir, comme on n'arrête pas de le dire à chaque épisode, mais on prend la peine de protéger leurs petits yeux. Alors, spoiler alert, plot twist, ce ne sont pas des lunettes de soleil. C'est des lunettes de vision nocturne. Ah ah. C'est bien ce que je me rappelais. J'avais oublié, moi. Parce qu'à un moment, elle les essaye et puis elle se dit « Oh, c'est bizarre quand même, je les utiliserai plus tard. » Ouais, elle se dit en plus, elles marchent même pas, ces lunettes de soleil. Bah oui, ce ne sont pas des lunettes de soleil. Ils ont mis des faux dans les... Ça marche pas, c'est la poubelle. Bon, moi, premier degré, hein, j'avais oublié, hein, comme d'habitude. Hein. Mais elle les utilise à un moment donné. Je me souviens plus. Il me semble. Comme ça, on est deux. Ouais, un peu plus loin. Alors, je saurais pas dire dans quel chapitre, mais oui, elle les utilise. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est quand Mais du elle coup, voit reposez-moi la question, la fin du livre, je saurais toujours pas. Hein. C'est quand elle voit Rue, en fait, c'est Rue qui lui dit que c'est des lunettes de vision nocturne, je crois. Oui, Donc, ils tout s'explique. l'utilisent dans les champs. Ouais. Donc, tout s'explique, le capital en a rien à faire de leurs yeux. Voilà. Pour répondre à ta question initiale. Voilà, c'est ça. Je disais, j'ai une vision de Katniss, mais avec les lunettes, tu sais, de cycliste, les grosses lunettes. Ah oui. Je croyais que t'allais dire les lunettes de Willy Wonka. Je les vois plus en mode lunettes de méta, du coup. Ah oui, tu veux dire... Je vois pas à quoi elle ressemble, celle-là. Bah, c'est des grosses lunettes parce que tu sais, c'est des lunettes avec de l'IA, etc. Avec une caméra. Ouais, non, je préfère Willy Wonka, c'est plus drôle. Ça irait bien avec Glimmer encore, hein, toi, les lunettes de mouche. Elle va s'en prendre plein la tête aujourd'hui, c'est sa fête. En même temps, désolée, mais bon. On la voit même pas dans le chapitre, en plus. Pour une fois que c'est pas Gail qui s'en prend plein la tête, franchement. Voilà. C'est pas grave. On n'a pas posé la question. On n'a pas posé la question, Hélène. Ah, mais oui, Team Gail. Alors, non, je suis pas forcément Team Gail, je suis juste amoureuse de Liam Hemsworth. C'est pas pareil. Ah, mais oui, ça, oui. Oui, c'est autre chose. Et Ouais, mais coup, non, putain, quand même. Est-ce que t'es Team Pita, du coup, ou pas? Alors, pas autant que vous, hein. On va être très honnête. Mais oui, je pense que si je vais choisir entre les deux, dans les livres, je pense que c'est plus Pita pour plus côté caractère, etc. Et puis je pense qu'on le connaît plus aussi, Pita, forcément, que Gail. Donc ça joue aussi. Peut-être que si ça avait été l'inverse, que si elle avait été avec Gail, dans l'arène, on n'aurait pas cette même façon de penser aussi, peut-être. On sait pas. Ou alors peut-être qu'il aurait plus dévoilé son côté sadique. Peut-être aussi, je ne dis pas le contraire. Peut-être on aurait une bonne surprise, hein. J'essaie de rattraper pour les auditeurs qui sont faits. Oh, mais il s'ennuierait si on faisait pas ces blagues. J'allais dire, allez, on veut un livre sur le point de vue de Gail. Mais non, en fait, non. Mais en vrai, ça pourrait être intéressant. N'abuse pas non plus. Après, ça serait intéressant. Suzy, n'écoute pas, s'il te plaît. J'étais en train de dire, pour une fois, c'est pas Gail, et au final, il en prend quand même plein la tête. Il se fait dézinguer aussi. Heureusement, alors spoiler alert de la fin de l'épisode, mais dans les messages qu'on a reçus, on a eu une belle défense de Gail, donc voilà, ça va rattraper un peu. Ah. C'est pour ça, en fait.
Bon, c'est bien beau tout ça, hein, mais il n'y a pas d'eau. Et Katniss, elle se rend compte qu'elle a soif. Alors, 2 petites choses encore. Dans le film, elle trouve de l'eau la première journée, juste avant d'aller se coucher. Ah oui. Donc ça va. Et je me suis posé la question, qui parmi nous saurait trouver de l'eau comme ça ? Qui a fait du scout ici ? Ah ouais. Pas moi. Parce que je suis pas sûre de savoir trouver de l'eau sans aucune indication. Hein. Bah, Eden, tu travailles dans le milieu de l'eau, donc peut-être. Alors non, je ne saurais pas trouver de l'eau, mais il faudrait que je travaille. Je crois qu'il y a une astuce avec des morceaux de bois où tu croises. Je crois qu'il y a une astuce comme ça pour essayer de trouver des sources d'eau, donc Ouais. à tester avant. Il faut d'ailleurs, je sais en plus, hein. Et comme quoi ça sert hein, de faire des sorties scolaires. Hein. On en revient encore avec le truc de Trèche de la semaine dernière. C'est un village, un faux village de vieux métiers. Et donc du coup, on a été voir le sourcier. Il faut une baguette de noisetier en Y, assez souple. Et ça marche du tonnerre. Ça marche vraiment ? Je n'y croyais pas et ça marche. Alors c'est assez difficile avec la baguette de noisetier. Par contre, on l'a fait aussi avec les baguettes en cuivre là. Comment ça s'appelle ? Vous voyez les deux tiges en forme de L là que vous prenez dans vos doigts. Je crois que et en fait, vois, ouais. Alors, je vois pas, mais par contre, moi, ça me fait penser à un épisode de Tom Tom et Nana. Moi aussi. On est d'accord ? Oui. Je suis contente de ne pas être la seule à avoir la rêve. bah, ils utilisent peut-être ça. Hein. Bah ouais, peut-être. Je pense, oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, c'est 2 baguettes que vous tenez dans votre main, dans vos 2 mains, et vous lui posez des questions. Et quand ça se croise, ça veut dire que c'est oui. Et quand elles s'en vont plus loin, ça veut dire que c'est non. Et ça marche avec l'eau, c'est-à-dire que tu lui demandes de te trouver la source, et t'avances doucement, et quand les tiges se croisent, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Et donc, ça marche vraiment. Et attendez, le plus gros truc, j'étais là genre, waouh, tu peux même lui demander la profondeur. C'est fou. Genre, t'es avec tes baguettes au-dessus de l'endroit où il y a de l'eau, et tu lui dis, par exemple, est-ce que c'est à 2 mètres ? Et là, il va s'en aller en arrière, genre, non, c'est pas 2 mètres. Donc, tu vas dire 3 mètres, ça va aller derrière, c'est pas ça. Tu vas dire 4 mètres, et là, ça se croise. Genre, tes baguettes, elles ont des yeux, elles savent que la source, elle est à 4 mètres. Mais comment elle comprend ta question ? Eh ben, je sais pas. Ça me paraît bizarre quand même. Dans une autre je sais que ça fonctionne. Je sais pas, mais ça marche. Alors, je sais que ça marche, mais j'ai jamais vu de mes yeux et j'aimerais bien voir de mes yeux parce que là, quand tu le racontes, ça a l'air quand même c'est incroyable. On était plusieurs, il y avait des mamans qui accompagnaient et il y en a une, elle était là genre, j'y crois pas du tout. Et elle a pris des trucs, elle a commencé à avancer et l'endroit où il y avait de l'eau, ça s'est croisé. Parce qu'en fait, il y avait une petite rivière, une petite rivière, même pas une rivière, mais vraiment un petit ruisseau qui fait, je sais pas, 30 cm de large et du coup, ils ont fait un petit pont pour passer dessus. Et donc le truc, il est vraiment en mode droit pendant tout le long, et une fois que tu passes dessus, ça se croise. Et t'es genre, waouh! Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de poser des questions, ou juste si tu t'approches, ça va se Ah bah là, non, pour savoir où est l'eau, t'as pas besoin de poser de questions, mais si tu veux savoir la profondeur ou un truc comme ça, ah oui, tu peux même lui demander dans quel sens elle descend. Wow. Genre, où est l'aval, où est l'amont. Et du coup, les baguettes, elles se tournent vers l'endroit que tu lui demandes. Mais tu peux pas le savoir avec le courant, ça ? Si, oui, justement, tu peux le voir avec une vraie rivière qui coule pour voir si ça marche vraiment. Mais du coup, ça marche pour les petites rivières souterraines. Mmh. Et je me demande si ça s'appelle pas baguette de sourcier, d'ailleurs. Je sais pas. Ouais, j'avais ce nom en tête, ouais, aussi. Moi aussi. Ouais, ils appellent ça des baguettes de sourcier ou des baguettes de radiesthésie. Je sais pas comment ça se dit. C'est incroyable. Je pensais que c'était une légende. Je suis rentrée chez moi, j'étais là, genre, je veux m'en acheter. Je crois que mes parents, ils ont un noisetier dans le jardin, j'ai trop envie de tester. Je vais tester aussi. Mais alors après, il y a une technique pour la tenir. Alors, c'est pas facile à expliquer sans visio. Parce qu'il y a une histoire il faut un peu la tordre, il faut que ça soit... il faut créer une espèce de pression pour que la baguette reste horizontale. Et quand tu passes dans l'eau, en fait, elle est attirée vers le sol. Tu tiens le Y, vous voyez, en forme de Y, et vous tenez les 2 bouts. Ouais.
Et il faut faire une espèce un petit mouvement rotatif pour que ça force la baguette à rester droite. Et quand vous passez près de l'eau, en fait, elle est vraiment attirée par le sol. Tu peux pas lutter. Ça vraiment, ça tombe. C'est incroyable. Allez voir un sourcier, c'est incroyable. Pourquoi ils mettent pas des baguettes de sourcier dans l'arène? Mais oui, je me suis posé la même question. Je suis sûre que ça pourrait être un cadeau de sponsor. Ouais. Mais au final, il devait y avoir un noisetier dans leur forêt. Parce qu'ils sauraient pas l'utiliser. Bah, ceci dit, dans le 2e tome, ils savaient pas non plus utiliser le bec pour boire de l'eau. Donc, Oui. Ils mettent un moment avant de comprendre. Voilà, c'était le petit point baguette de sourcier. En rangeant ses affaires, Katniss a soudain une petite, grosse frayeur. Et si la seule source d'eau potable provenait du lac? Oups! Elle est à plus d'une journée de marche du lac maintenant. Et le lac serait à ce compte-là une 2e corne d'abondance. Katniss se remet à penser au lapin aperçu plus tôt dans la journée et elle se dit qu'il a forcément besoin de boire. Donc, il doit y avoir de l'eau quelque part pas très loin. Et en vrai, c'est pas une mauvaise réflexion quand on y pense. Hein. Bah oui. Après, à savoir combien de kilomètres carrés un lapin parcourt dans une journée. Bah, je pense si elle le suit à la trace pendant la journée, elle devrait bien trouver à un moment donné, non? Sûrement, quand même. Sauf si le lapin, il l'a fait tourner en rond. J'allais dire, ça doit pas être facile. Je suis pas sûre que t'arrives à suivre un lapin toute la journée. Ça doit être épuisant un peu. Ouais, je pense. Hein. Bah là, je pense qu'elle voulait surtout dire elle suit ses traces. Eh bien, merci pour ton résumé, May. On se demande comment va s'en sortir Katniss. Claire, tu nous racontes? C'est parti. Alors que le soir tombe, Katniss continue sa découverte de l'arène. Les arbres sont trop clairsemés pour la cacher, et même si le sol recouvert d'aiguilles de sapin assourdissait pas, ils rendent le pistage des animaux plus compliqué, et avec le fait de trouver de l'eau. Katniss commence à avoir faim, mais ses anciennes habitudes reviennent vite. Elle se découpe un morceau de sapin qui, même s'il lui paraît bien fade comparé au plat du Capitole, lui permet de rationner ses autres provisions. Alors moi, j'aurais jamais pensé à bouffer du sapin. Hein. Je savais pas que ça se mangeait non plus. Ouais, clairement, moi non plus. J'ai fait une petite recherche, du coup, sur le sapin. Donc c'est vraiment possible dans la vraie vie de manger du sapin. Mais en fait, c'est pas l'écorce. Ça donne pas très envie. Oui. De la description qu'elle en fait. En tout donc cas. là, elle dit qu'elle découpe un morceau de sapin. Donc je pense qu'on voit quand même en tête qu'elle enlève juste l'écorce extérieure là. Et en fait, non, ce n'est pas ça qu'on mange. C'est une partie interne de l'arbre qui s'appelle du cambium. Et donc c'est une partie qui est vachement plus molle et j'imagine un peu plus humide de l'arbre. Et en fait, ça nécessite de couper soit la branche entière, soit d'entailler profondément l'arbre, tuant ainsi toute la partie qui est après. Donc c'est pas cool pour les arbres. Bon, après à la fin, donc je veux dire au bout d'un moment, voilà. Mais imaginez, oui, vous creusez une branche, en fait tout le reste il meurt parce que ça passe plus. Mais bon, c'est possible de manger du sapin. Mais là, du coup, Katniss, elle prend de l'écorce d'intérieur, enfin écorce intérieure. Ouais, mais, c'est ça. Il doit y avoir des échardes, non? C'est bizarre, non? Sur du sapin, non, je pense pas. Je suis pas sûre. Hein. Ah ouais? Le tronc, il est tout lisse, non? Mais je pensais que dans n'importe quel bois, en fait, c'était... ça pouvait faire des petits pics, mais peut-être pas, du coup. Ouais, mais là, non, parce que c'est vraiment le truc... En fait, elle enlève l'écorce externe, comme on voit sur nos arbres, et après, elle entaille vraiment profondément le tronc. Ouais. Et à l'intérieur, du coup, ça peut pas piquer comme ça, ok. Et puis, j'ai l'impression que la traduction est pas bonne, parce que je crois que c'est même pas du sapin, mais du pain. Pas du pain péarienne, hein. Du pita. Du pita. C'est le fameux moulin de Trèche qu'il avait dans son champ aussi. Parce que quand tu cherches écorce de sapin, ils te mettent surtout écorce de pain, je crois. Après, le sapin, c'est une sorte de pain, non? Oui, je pense.
Je sais pas, je suis pas très calée. Mais il y a même de l'alcool qui est fait avec du sapin. Et dans le tome 2, il y a Bonnie et Twill qui font genre une décoction avec des petits pics là comment ça s'appelle? Des épines Voilà, Non, merci, merde. les épines. Des aiguilles, on Des appelle ça épines. même. Voilà, des aiguilles de sapin. Ouais, dans la vraie vie aussi, on peut faire ça. Apparemment, c'est très bon. Faire des petits sirops aux aiguilles de sapin. Pensez-y à Noël. Ouais, mais ça me donne pas envie de tester, perso, quand même. Hein. Avant de jeter votre arbre, faites-vous une petite infusion. Tu peux même tenter de te manger l'intérieur aussi. En mode cœur de palmier un petit peu. On réutilise, Donc, si vous- on recycle. Oui. Si vous faites ça à la maison, utilisez bien un arbre vivant et non pas un sapin de Noël en plastique. Elle décide ensuite de trouver un endroit où dormir. Elle espère être assez loin de ses concurrents pour être tranquille, tend quelques collets et s'installe dans un saule. Je crois qu'à ce moment-là, elle mentionne entendre des hurlements. Vous croyez que c'est juste les game makers qui passent du son avec des énormes haut-parleurs au fin fond de l'arène, ou il y a vraiment des prédateurs pour les bouffer en plus? Bah pour Ah, moi je là ils pense sont que- partis en chasse déjà les carrières, non? Mais je toi, crois tu pas qu'elle penses parle de carrière, elle parle d'animaux. Je crois que c'est hurlements d'animaux. Ouais. Ah, Pour moi, c'est des bruits d'animaux. Enfin, vraiment... Qui sont déjà Donc dans genre, la- il pourrait y avoir des loups, ils se promènent, ils sont là pour en plus... voilà quoi. Et C'est Ouais, le petit pour moi bonus. aussi. je sais pas si vous avez déjà entendu je crois que c'est les chouettes effraies, le bruit que ça fait. Ouais. Non. Pas en vrai. Ça hurle. Là, je me souviens une fois, je dormais dans une tente et dans la nuit, j'ai entendu un hurlement comme un humain qui hurle. Et en fait, c'était juste une chouette effraie. Et ça fait très peur. Donc peut-être que C'est c'est ça effrayant. qu'elle entend. Bah oui, pour le coup. Je vous un point retrouve pour ça. Amandine. Je pense qu'il est Amandine, mérité. j'ai senti ton sourire en faisant ta blague. Je suis trop fière de ma blague. C'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle une chouette effraie. Ah ouais. Parce qu'elle Ça, effraie c'est- tout le monde. Ce serait pas étonnant. Je vous Hilarant. envoie ça plus tard. Mais oui, je me dis, soit il y a effectivement les animaux qui sont déjà de sortie, soit, comme tu disais, il y a des enregistrements qui sont diffusés par les game makers, et ils choisissent un peu les moments où ils font entrer en scène les animaux pour bouger les tribus. Ouais. Mais là, c'est peut-être juste pour faire peur, effectivement. Peut-être qu'ils sont pas vraiment là. Dans ma tête, les deux sont possibles. Ça m'a surprise de l'avoir mentionné une journée de marche complète pour s'éloigner de la corne d'abondance. Donc on l'a déjà mentionné dans la partie de May, mais je me souvenais pas que les autres arènes, les autres arènes qui ont été mentionnées dans les préquels, ou même celles dans le 2e tome, elles étaient aussi grandes en fait, en termes de superficie. C'est vrai que c'est énorme là. Bah ouais. Bah, j'ai l'impression que celle des Mitch, elle est quand même grande aussi. Hein. Ouais. Ouais, en même temps il y a 2 fois plus de tribus donc Ouais. il leur C'est fallait pas plus faux. d'espace aussi. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il met des jours et des jours pour tout traverser. Genre il met peut-être un après-midi entier, je sais pas. Ouais mais il va pas de bout en bout aussi, je sais pas. Puis elle est pas ronde Katniss en non plus. celle Est-ce que la de- corne d'abondance, elle est au milieu? C'est une bonne question, elle est peut-être pas au milieu. Ouais. Pour la reine des Mitch. La reine des Mitch, on sait qu'elle est au milieu, Ouais. mais la reine n'est pas ronde. Ouais. Mais pour celle de Katniss, on sait pas si la reine, si la corne est au milieu. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que si elle met une journée de la corne d'abondance, elle est dans un sens, et encore, elle atteint même pas le bout encore. Bah, Et ben, c'est ça veut dire que dans l'autre côté, il y a une journée aussi, ça fait une sacrée arène. Hein. C'est là qu'on voit tout le savoir-faire de Katniss. Elle sait quel arbre choisir, comment y installer son sac de couchage pour y être confortable, et comment se sécuriser avec sa ceinture pour ne pas risquer de tomber pendant la nuit.
Ouais, bah, pendant toute cette partie, on voit son côté survivaliste et son côté plein de ressources grâce à son expérience au district 12. Et puis, bah, ça va lui être bien utile, quoi. Ouais, et c'est en partie pour ce genre de description et de détails que je disais au chapitre précédent que la reine, elle était taillée sur mesure pour Katniss, ou en tout cas cette partie de la reine. Et moi, je voulais dire que je vais peut-être passer en mode fangirling de Katniss parce que j'aime beaucoup aussi ces moments où elle est vraiment dans son élément et elle sait quoi faire, elle sait sur quel arbre monter, elle sait ce qu'il faut faire pour pas se faire repérer. Je la trouve vraiment impressionnante dans l'arène. C'est une Katniss dans son milieu d'origine. C'est ça, elle est sûre d'elle, elle n'hésite pas. Et j'ai noté un autre truc, c'est que moi déjà dormir dans mon lit, chez moi, parfois je mets beaucoup de temps à m'endormir. Alors dans un arbre, j'imagine même pas comment je m'en sortirais. Je pense que je mourrais de fatigue en fait dans l'arène. Ah non, moi je m'endors partout. T'as de la chance. À mon avis, ça doit arriver à certaines tribus de pas arriver à dormir et de décéder à cause de ça, à cause de la fatigue. Mourir d'épuisement. Ouais. Ou juste parce qu'ils ont pas assez dormi, inattention, et il se passe quelque chose, tu vois. Ouais. Ah bah c'est même sûr. Alors que la nuit est tombée, le son de l'hymne et le sceau du Capitole apparaît dans le ciel. C'est celui du décompte des morts de la journée. Alors, attention, question surprise. Est-ce que vous savez comment s'appelle l'hymne de Panem ? Oui. Je vais commencer par là. Oui. Non. Je t'écoute, May. C'est Horn of Plenty. Corne d'abondance, quoi. Loupé, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là ? Non. Mais crotte alors. Alors je crois qu'on a le titre dans le préquel de Snow, mais je n'en ai aucun souvenir. C'est ça. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut tenter quelque chose ? Non, vas-y, dis-nous. Je me souviens plus non plus. Gem of Panem, en anglais. Et justement, il y a une confusion, en fait. Du coup, la suite de ma question, c'était... est-ce que vous avez déjà remarqué une potentielle incohérence à ce sujet entre les films et les livres ? Du coup, gemme, ça s'écrit G-E-M. C'est genre une pierre précieuse, gemme, un gemme. Comme une gemme, mais en anglais. Ouais, une gemme. Ok. Et du coup, bah oui, c'est un morceau qu'on entend en fait dans le film du premier préquel. Ça ressemble pas du tout à Horn of Plenty, bah du coup, que tu pensais être l'hymne. Ouais. Et voilà, c'était ça l'incohérence. Je sais pas du tout où va cette phrase, mais... Ah oui, l'incohérence, c'est que du coup, en fait, dans les films, on n'entend plus du tout la bonne chanson. Ouais, c'est ça, ils passent pas le bon hymne. C'est super drôle. Alors, est-ce que c'est... Après, il n'y a pas... J'ai un petit peu cherché. Il n'y a pas mentionné que c'est l'hymne national qui passe pendant le... Donc, est-ce qu'ils ont genre une sorte de jingle spécial Hunger Games ? Ça m'étonnerait pas en termes de marketing, mais... Ah bah ouais. Voilà. Bah oui, pour les émissions télévisées, en général, ils ont leur propre jingle et tout, quoi. Ouais. C'est horrible parce que je veux encore parler de Koh-Lanta. Je vois le décompte des gens qui sont morts à la nuit tombée, mais avec la musique du générique. À la fin, il n'en restera qu'un. Je suis sûre que ça peut marcher, hein. On peut faire un petit crossover, hein. Ça serait horrible. Hunger Games Koh-Lanta, même combat, hein. Et à la fin, il n'en reste qu'un, hein. Je vois bien un montage de visages qui passe dans le tome 2, mais avec la musique de Koh-Lanta. On l'a perdu. Non, mais il faut que j'arrête de parler de Koh-Lanta, ça va vraiment pas. Moi, j'aime beaucoup ce running gag. Est-ce que c'est dans le bingo, ça ? Claire parle de Koh-Lanta. Je crois pas, mais ça pourrait être dans la version 2. On va avoir un bingo qui va s'agrandir au fur et à mesure. Ah oui, on va pouvoir agrandir la grille. Elle mentionne que dans les districts, ils ont droit à une rediffusion précise de chaque mise à mort, tandis que dans l'arène, ils ne voient que les portraits
et le nom du district de chaque victime. Les Game Makers estimant que ça donnerait beaucoup trop d'informations aux tribus restantes. Alors moi, le truc qui m'a surprise dans ce passage, c'est la façon dont c'est diffusé. C'est-à-dire ? C'est un Overcraft qui se promène avec une télé géante dans l'arène. Oui. Alors que dans le film, c'est vraiment projeté tel un vidéoprojecteur sur le plafond du faux plafond, dans le ciel. Alors que là, j'imagine l'Overcraft avec ses télés. Hop là, attention, j'allume. Hop là. Ça fait un peu ridicule. Ouais, j'ai eu un peu la même réaction parce que j'avais peut-être le film en tête. Et je trouve ça plus logique dans le film que dans le livre, en vrai. Bah, ça a plus de gueule, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que dans le film, ils font souvent des changements qui sont salutaires. Ouais, au visuel. Mais c'est pas le signe de Batman aussi qui est projeté comme ça. Ouais, ouais. C'est ça, un peu. Et là, Katniss, elle se retourne pour regarder les morts et elle voit ce livre de Batman. Oui, il vient nous sauver. Katniss compte sur ses doigts les victimes qui défilent et fait un état des lieux. Les carrières du 1 et du 2 s'en sont tous sortis. Le garçon du 4 est décédé, ce qui l'étonne, et qui nous confirme par la même occasion qu'il faisait bien partie des carrières. C'était une question qu'on se posait. Enfin, en tout cas que moi je me posais. La renarde s'en est sortie aussi, Rue et Trèche aussi, et à son grand soulagement, et au nôtre aussi, Pita est toujours vivant. Ouais. Ouais. Ah oui, Katniss, à un moment, elle se dit en colère après Pita parce que elle trouve qu'il se trouvait supérieur pendant leur discussion sur la terrasse. Mais à quel moment ? Mais oui. Mais à quel moment ? Non mais allô, quoi. J'ai pas compris. N'importe quoi. Voilà. Je sais pas ce qu'elle a contre Pita, mais... C'est vraiment gratos. Leave Pita alone. C'est ça. Et sinon, deuxième chose que j'ai notée, une différence entre Haymitch et Katniss. Parce que là, on voit Katniss, elle appelle tout le temps les tribus par leur district. Elle dit fille du 1, garçon du 2. Les noms, elle les dit très peu ou elle en repère que quelques-uns. Alors que dans mes souvenirs, Haymitch, il fait vraiment un effort conscient pour retenir tous leurs noms. Tous les prénoms. Ouais, tous les prénoms. Puis alors le pauvre, il en a le double à retenir. Ouais, c'est ça. Puis en plus, on a la liste dans les 2 préquels, on a la liste complète des tribus. Elle s'étonne de son soulagement et de ses sentiments contradictoires qui l'animent. Mais elle rationalise en se disant que c'est parce que sa victoire profitera le plus à Prime et à sa mère. Pas à nous, Katniss, pas à nous. Mais oui, Katniss, c'est uniquement pour ça, bien sûr. Mais oui. On y croit. Elle se réjouit également de la survie de la petite rue et tente de s'endormir. Alors là, dans le film, du coup, on la voit s'endormir dans son petit arbre. Il y a un moment, elle se retourne vers le tronc de l'arbre et elle remarque une petite caméra. Et donc, on a un gros plan sur la grosse tête de Katniss. Elle est trop bien, cette petite scène. Pardon, ça n'a rien à voir. Vous vous souvenez du même avec les chats et avec la caméra qui filme très bien. Oui. Pardon. J'ai rajouté un petit cœur en parlant de Katniss dans son arbre. Tout à l'heure, j'avais oublié de dire, elle est dans son arbre et elle fait le tour du tronc de l'arbre et d'elle-même avec sa ceinture. Elle fait combien de mètres de long, sa ceinture? C'est vrai que c'est une grande ceinture. Hein. Dans le film, elle a une corde. Là, c'est sa ceinture. Moi, si je fais le tour d'un arbre avec la ceinture, ça passe pas. Attends, mais c'est pas juste sur la branche. Tu me diras si, parce que c'est les pieds. C'est pas juste sur la branche, genre comme je l'avais vu. Mais même une branche. Mais même une branche plus elle, ça fait beaucoup trop. Oui, c'est vrai, effectivement. Bah non, mais si tu t'attaches aux pieds, Elle s'attache aux pieds.
Bah, Je si sais tu pas, t'attaches aux extrémités, etc., ça peut peut-être se faire. Hein. Ouais, Mais c'est- si elle s'attache au pied, elle peut quand même Bah tomber. ouais, c'est pas très sécure au pied. Bah, attends, mais La ouais, meuf, il y en a qu'une. La là. meuf, on la retrouve au matin, elle est en mode chauve-souris. Ouais, si, c'est vrai qu'il y en a qu'une. Non, parce que moi, je m'imaginais du coup avec plusieurs, mais c'est vrai qu'elle en a qu'une, en fait. J'imagine Katniss qui dort, la tête en bas. C'est pour rester dans le thème de La meuf, elle Batman. s'est transformée en vampire pendant la nuit. Et mais non, on en revient à Batman, les chauves-souris. Mais du coup, quand j'ai lu, vraiment, elle fait le tour de l'arbre avec sa ceinture. Et j'étais là, mais Ouais. attends, elle fait combien de tours d'elle-même avec cette ceinture pour être capable de faire ça? 3 tours? Hmm. Je sais pas, hein, ça me paraît beaucoup 3 tours de ceinture. Ah oui, puis c'est inutile surtout. Attendez, je vais tester avec ma chaise. Après, elle dit Tu pas nous envoies la ceinture, photo? elle dit ceinturon, je sais pas s'il y a une différence, mais... Alors j'ai cherché parce que je savais pas s'il y en avait une aussi. Et c'est juste une ceinture épaisse en termes de largeur. Ah. En tout cas, elle fait le tour de la branche et elle s'attache au niveau de la taille. Ah ouais, donc quand même, il faut... Bah, après, elle est vraiment très mince aussi. Donc peut-être que genre la ceinture est beaucoup trop grande pour elle et elle doit faire des trous en Puis plus. c'est peut-être une ceinture spéciale qui peut s'allonger... Comme les ceintures de Batman. Elle a un grappin au bout. Et puis j'ai trop d'éléments pour les spoilers sans contexte de cet épisode-là. Hein. Katniss, la tête en bas. Aïe, aïe, aïe. Ou alors Arwen, ça donne quoi? J'attends Arwen, moi. Avec sa ceinture. Avec la chaise, mon dossier, il est trop grand. Ah. Vraiment grand. Ah ouais, donc ça va pas, hein. marche pas. Une branche, Est-ce franchement. que, marche pas, est-ce que non, ça il faudrait fonctionnerait que- si tu... Ah, sur l'arbre attends. à chat? C'est ce que j'avais L'arbre à dit. chat. C'est ce que j'avais Tu veux pas allumer la caméra qu'on te voit t'attacher à l'arbre à chat derrière toi? Et sur l'arbre à chat, ça marche. Je vous jure que sur l'arbre à chat, ça marche. Imagine s'en aller de l'arbre à chat. Avec l'arbre à chat dans le dos. Ben voilà, du coup, je peux dormir dans l'arbre à chat. Chers auditeurs, qu'est-ce qu'il prépare pour vous hein? Ceci dit, Moi, si je veux les une auditeurs photo. veulent essayer sur leur propre arbre à chat, ils pourront nous le dire. Envoyez-nous les photos. Après, je vous dirai au moins l'arbre à chat, il servirait à quelque chose. Donc, elle tente de s'endormir quand tout d'un coup, c'était pas un vélo qui allait la foncer dessus. J'arrive pas à m'arrêter de rire. Oui, je suis désolée. On a perdu Claire. On est suspendu à tes lèvres. Quand tout d'un coup... On peut même pas la faire à sa place si on n'a pas la ref. On n'a pas l'intonation pour C'est le ça. faire en plus. Quand tout d'un coup, c'était pour un vélo qui allait la foncer sur elle. C'est exactement ça. Et du coup, c'est quoi la ref? Donc, c'est un prof qui corrige des copies d'élèves. Et dedans, c'est n'importe quoi parce que l'élève, il a marqué quand tout d'un coup, un vélo allait lui foncer sur lui. et dans le contexte, c'est très drôle. Expliquer, c'est pas drôle du tout. Mais quand on a la ref, c'est très drôle. Donc, du coup, quand tout d'un coup, c'était pas un vélo qui allait la foncer sur elle. Du coup, c'est super drôle. C'est bien des bruits de pas et de bois qu'on arrache qu'elle entend. Quelqu'un est en train d'allumer un feu. C'est Johnny. Parmi nous ce soir. Je viens d'y penser en voyant allumer le feu. Je me suis dit non, ne chante pas allumer le feu. Le pas. Heureusement qu'on a Eden sur cet épisode. Ah mais là, c'est de pire en pire. Hein. Tout au long de l'épisode, je vais finir sans voix, moi.
Katniss est apparemment grognue au réveil parce qu'elle est prête à insulter son concurrent. Ben oui, qui est assez bête pour allumer un feu en pleine nuit avec les carrières potentiellement à côté? Moi, je me suis dit, surtout, elle a marché une journée entière pour s'éloigner le plus possible des gens, dans une direction complètement random. Et là, vlati pas qu'à 100 mètres, il y a quelqu'un qui allume un feu. Mais oui, c'est tellement improbable, genre il y a je sais pas combien de kilomètres de trucs. Ben oui. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il l'a suivi tout le long ou quoi? Bah, il fallait bien un rebondissement. Hein. Mais c'est vrai qu'il fallait bien qu'il se passe quelque chose, mais... Bah, elle pouvait pas être toute seule pendant les 2 semaines. Katniss reste cachée dans son arbre pendant 2 heures, ne voulant pas prendre le risque de se faire repérer, mais se dit quand même qu'elle l'aurait bien tué, et avec, je cite, son excellent couteau. Ouais, ça m'a quand même choqué ce passage, parce qu'elle se dit qu'elle aurait aucun problème à éliminer cette personne, et je sais pas, je me suis dit, c'est la première fois qu'on voit Katniss considérer un tribut un peu comme une proie finalement, comme le lui a conseillé Gale. Et ça m'a fait pareil. Non, mais je pense que là, elle dit ça parce qu'elle est énervée. Oui, c'est ça, mais d'un autre côté, je me dis quand même, je sais pas si elle... Il y a pas de fond de vérité quand même. Je sais pas, moi je pense que c'est surtout un peu une façon de parler, genre je vais le tuer. Je pense qu'elle est aussi énervée parce qu'elle sait qu'elle peut rien faire et que si elle s'était vraiment retrouvée dans la possibilité de le faire, elle l'aurait peut-être pas fait. Ah, je sais pas. Katniss, qu'aurais-tu fait? Quoique, elle avait quand même essayé de tuer le chat au début, donc... L'aube finit par poindre quand elle entend les carrières arriver. Ceux-ci tuent la fille qui avait allumé le feu, fouillent son cadavre et se gaussent d'avoir tué un concurrent de plus. Ça m'a fait super étrange de les voir si enjoués à tuer et faire des blagues sur le fait qu'ils doivent partir avant que le corps de leur victime se mette à puer. Même si ça sert le récit et ça permet de placer les carrières en tant qu'antagonistes, même si personnellement je reste un peu mitigée parce que certes c'est des antagonistes mais ça reste quand même des victimes du système du Capitole aussi. C'est vraiment effroyable et cruel et ça m'a un peu choquée. Mais là pour le coup je pense que les tribus de carrière ils ont un peu un côté déconnecté de la réalité, un peu comme le Capitole quoi. Ils sont entraînés depuis l'enfance. Pour eux, en fait, la mort des tribus ou la mise à mort, ça fait partie de leur quotidien. Ouais. Et du coup, en fait, la vie n'a plus de valeur et c'est juste normal. Ouais, ça fait partie de la compétition et voilà, c'est normal. C'est fait bizarre parce qu'on dirait que les enjeux sont vraiment pas les mêmes. Ah bah oui. Un peu comme si c'était juste du sport pour eux, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Eux, ils jouent pour le divertissement alors que les autres, ils jouent pour leur survie. Ils jouent pour la gloire, là, un peu. Ouais, aussi. Ouais. Ils s'entraînent depuis je sais pas combien de temps pour pouvoir se porter volontaire. C'est ancré dans leur culture, quoi. Les carrières passent ensuite près de l'arbre de Katniss et se posent dans la clairière juste devant. Ils ne semblent pas la remarquer puisque leurs préoccupations sont ailleurs. Ils n'ont pas entendu le canon qui annonce sa mort et l'Overcraft ne vient pas la chercher. Une dispute éclate parmi les tribus jusqu'à ce qu'une voix fasse taire les autres. Une voix qui annonce qu'il va retourner l'achever lui-même et c'est celle de Peeta. Et moi je rajoute un truc. Je vais me répéter. Est-ce que tu vas rajouter un point? Non. Je me disais c'était bizarre. Allez, un point pour Peeta. Non, on a dit non. Mais non. Non, on va tuer quelqu'un, on va pas lui donner un point, faut pas déconner non plus. Est-ce qu'on peut lui retirer un point là quand même? Ouais, je pense qu'on peut lui retirer un point. Oui. Ah, carrément. Attends, il en retire jamais. Après, là, c'est un peu complexe, sa situation, mais bon. Ouais. Non, mais là, c'est pour l'achever, quoi. Là, il va pas la laisser agoniser. C'est pour ça que je dis c'est un peu complexe, mais mine de rien... Parce que Katniss, ça fait pareil avec Cato à la fin. Spoiler alerte. Ça me fait rire comme on lui trouve beaucoup d'excuses, alors qu'à Gale, pas du tout. Peut-être parce qu'il y en a pas. Après, je dis ça. On aimerait bien voir Gale dans l'arène, d'abord, pour savoir ce qu'il vaut, et après, on verra.
Mais ce que j'allais dire, c'est que du coup, encore une fois, on a besoin d'un point de vue de Pita pour savoir qu'est-ce qu'il fout là. Voilà. Et comment il en est arrivé là. Et à quel moment il a fait cette alliance. Et pourquoi. Pita, enfin. Hello Suzy. C'est ça. On a déjà des bribes de réponses un petit peu qu'on avait évoquées. Mais c'est vrai qu'une version officielle, ça serait pour le plaisir, quoi. Merci Claire pour ce résumé. On va maintenant passer au nommage de chapitre. Eden, honneur à l'invité. Est-ce que tu as un titre ? C'est pas obligé, hein. Si t'en as pas trouvé, c'est pas grave. Alors, j'ai pas fait énormément mes devoirs, mais j'ai quand même réussi à trouver 2 titres qui sont très simples. Le premier, c'est 1, 2, 3, partez. Oh C'est pas mal. Et le second, c'est 24 heures chrono. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Pas mal. Ah Est-ce ouais. que tu les as préparés ou est-ce que tu les as trouvés à l'arrache? Non, je les ai préparés là, c'est quand même. Amandine, tu as été inspirée, toi ? Pas trop, donc j'ai juste noté « Promenons-nous dans les bois pendant que nous n'y est pas ». J'avais pas mis ce titre pour un chapitre précédent. Si, il me semble, hein, ouais. Je me souvenais pas. Non, mais j'étais vraiment pas inspirée et j'essayais de repenser au chapitre pour trouver un nom. Et c'est le seul truc qui m'est venu, donc voilà. Je trouvais qu'avec le loup, ça marchait bien. Parce qu'il y a la menace derrière et tout. C'est très profond, en fait. Ça matche bien. C'est un rap qui dénonce. Et toi, May, qu'est-ce que tu as trouvé ? Alors moi, j'en ai trouvé... j'en ai mis que un, mais c'est pareil, hein, c'était pas foufou. C'est... Cours, Forest, cours. Il faut avoir une ref pop culture. Claire, tu nous partages le ou les tiens ? Alors vous attendez pas des trucs de ouf parce que je me suis rendu compte au moment où on est arrivé à la rubrique que je l'avais pas fait. T'as cherché du soutien avec Eden, c'est pour ça que t'as posé la question. Exactement. T'as essayé de gagner du temps. Exactement. Alors j'avais allumé le feu, mais c'est parce que Eden est là. Parce qu'il y a quelqu'un qui allume un feu. Et sinon j'avais Katniss, reine de la rando. Voilà. Ah oui, c'est pas mal. Que pas fabuleux, mais bon, au moins ils ont le mérite d'exister. Ça aurait pu être aussi un truc du genre, non, tout d'un coup, les jeux commencent. Et toi, Owen ? Alors, moi j'en ai 2. Le premier, c'est un titre de youtubeur. Cache-cache géant fit les carrières. Entre parenthèses, ça tourne mal. Ah, Mixem. Très bon titre. Et le deuxième, je sais pas si vous aurez la référence, c'est pour les personnes qui jouent à WoW, World of Warcraft, un jeu en ligne, et avec DBM, en fait, quand on est en donjon, donc face à un boss, c'est un outil qui te permet de te prévenir. Par exemple, quand le boss il fait une attaque où tu dois t'éloigner, t'as une alerte qui te dit de t'en aller. Cours, petite fille. Voilà, du coup, ça m'a fait rire de repenser à mes années WoW. On peut enchaîner sur notre personnage et moment marquant du chapitre. Je commence parce que j'ai envie, voilà. T'as bien raison. Donc moi, mon perso préféré, j'ai mis Katniss quand même, parce qu'elle est impressionnante sur ce chapitre. Elle a un instinct de survie incroyable, et puis elle est vraiment douée, quoi. Et je fais une petite mention spéciale à Rue, qui a survécu au bain de sang. Donc bravo à elle quand même. Et en moment, j'ai mis Katniss qui s'énerve après le tribut, qui allume un feu, parce que vraiment, ça m'a choquée. Je me suis dit, mince, Katniss, quand même. J'étais choquée de la façon dont elle parle d'elle et la façon dont elle la considère, quoi. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez choisi, Eden ? Je vais avoir le même personnage marquant que toi, Katniss, pour tout ce que tu as dit. C'est vrai que là, on voit quand même sa façon un peu de penser dans cette ambiance-là, et elle est quand même assez intelligente. Donc ouais, c'est avec tous ces petits réflexes qu'elle a, franchement, elle est impressionnante. Et en moment marquant,
Le cliffhanger de fin de chapitre, évidemment, c'est qu'est-ce que Peeta fait là. Je pense que quand on a lu le livre pour la première fois, on était là, what the fuck? Et il fallait qu'on lise le chapitre suivant, quoi. C'était, on pouvait pas s'arrêter là. May, bon, je suis sûre que t'as pris Peeta, toi, non? Non, même pas vrai. Non, alors j'en ai mis 2 parce que forcément il y a Katniss parce que c'est incontournable sur ce chapitre. Et j'ai aussi mis Haymitch parce que il a quand même dit des choses qui ont marqué Katniss au point où elle s'en rappelle quand même dans l'arène. Il a quand même un impact sur elle, finalement. Ben oui, voilà. Il a beau être sous la plupart du temps, les peu de fois où il dit quelque chose de sensé, Katniss le retient et le garde en tête quand même. Et en moment marquant, j'ai noté les premiers moments en fait avant le gong où c'est vraiment hyper stressant. Et Claire, tu as retenu quoi, toi? Sans aucune surprise, j'ai choisi Katniss. Et du coup, pour mon moment préféré, c'est l'intégralité du chapitre. Parce que j'aime bien le fait qu'on est dans la tête de Katniss et surtout t'entends son cerveau fonctionner à 1000 à l'heure et le fait qu'elle soit très réactive, très adaptable. Elle a la situation qui est devant elle, elle réfléchit pas, elle sait direct quoi faire. Du coup, tout le chapitre. Et Amandine, toi, est-ce que Katniss va faire un strike avec nous? Bah oui, évidemment, sans aucune originalité. J'ai aussi choisi Katniss. Pour un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je la trouve vraiment impressionnante. Elle est dans son élément, toujours aussi très consciente d'être filmée. Elle sait quoi faire pour les caméras aussi, elle sait ce qui se passe aussi dans la diffusion, elle a toujours ça en tête et je trouve ça assez fort. Et même quand les tribus sont affichées de suite, elle se dit ok, il faut retenir qui est encore là et tout. Enfin, elle est elle garde la tête froide, elle sait quoi faire pour aller dans l'arbre et tout. Bref, voilà, je vous ai dit, je vais passer en mode fangirling de Katniss, mais donc je m'arrête là. On ne peut pas lui mettre quelques points quand même. Ouais, si, je suis chaud. On peut donner un point à Katniss. Bah oui, évidemment. Et pour le moment, comme Maï, c'est le tout début, les 60 secondes d'angoisse avant le gong. Ah ouais. Hein. Eh bien, parfait. Je vous propose de passer à la surprise que nous attendons tous. Amandine, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Déjà, je ne vais pas vous parler d'un personnage. Oh. Parce que au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, à part Katniss, on voit pas grand monde. Oui, non, ça j'insiste pas. Bah, t'aurais pu faire le lapin. Hein. ou la fille qui allume un feu, je sais pas. Je sais pas si j'aurais pu dire grand chose sur ces deux personnages. Et je voulais partir un peu sur la reine, mais comme c'était le quiz de Darwen de la dernière fois. Je suis partie de cette idée, mais j'ai pris un angle différent. Ah, c'est vrai. Ah, bah si, Eden, tu le sais, vu que tu m'as aidé. J'étais en train de me dire, du coup, Eden le sait pas, mais oui, si. Si, enfin, tu sais pas le résultat, du coup. Non, je sais pas le résultat. Je sais que j'aurais été très mauvaise à ce quiz, mais je sais pas le résultat. C'était dur. Oui, c'était très dur. C'était pas facile. Désolée. J'aime bien. Donc, je vais vous parler des arènes, mais des arènes à l'écran, et plus précisément des lieux de tournage qui ont servi pour faire les arènes. Donc pour ça, je vais vous faire voyager dans le monde. Alors, attachez vos ceintures à vos arbres, et c'est parti. Et on fait comment pour avancer? C'est des ents? Ça dépend si tu t'attaches à l'arbre à chat, techniquement tu peux quand même avancer. Bah, pas le mien parce qu'il est coincé au plafond, donc... Bref. Donc... Commençons par l'arène des 74e jeux que l'on vient de découvrir dans cet épisode. On fait donc un premier arrêt en Caroline du Nord, aux États-Unis, et plus précisément au réservoir de North Fork, près de la ville de Black Mountain, au nord-est d'Asheville.
Il s'agit d'un réservoir d'eau douce qui a été créé en construisant un barrage sur la branche nord de la rivière de Swannanoa pour fournir une source d'eau à Asheville. C'est là qu'ont été filmées des scènes près de la corne d'abondance. Ce lieu est interdit au public, mais on peut apercevoir l'eau en faisant une randonnée sur le sommet Craggy Pinnacle, accessible depuis le Craggy Gardens Visitor Center. Toujours pour les 74e Jeux, et toujours en Caroline du Nord, je vous emmène maintenant dans la forêt d'État de Dupont. C'est une immense forêt propice à plein d'activités, comme de la randonnée, du vélo de montagne, de la baignade ou encore du canoë-kayak. Mais ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les diverses chutes d'eau. Tout d'abord, la Bridal Veil Falls, ou les chutes du voile de la mariée en français. C'est ici que Katniss trouve le bassin d'eau quand elle est attaquée par les boules de feu. Autre chute d'eau que nous allons voir maintenant, la Triple Falls, où Katniss retrouve le pauvre petit Pita blessé et camouflé dans les rochers. Donc voilà pour la 74e, enfin pour la 74e édition des Hunger Games. Et passons maintenant à l'arène des 75e Jeux. Et pour ça, on reste aux États-Unis, mais cette fois-ci, on va dans l'État de Géorgie, dans le Clayton County International Park, avec mon super accent anglais, qui a été construit pour les épreuves de volley de plage des Jeux Olympiques de 1996. Les scènes autour de la corne d'abondance ont été tournées là. Mais ce n'est pas le seul lieu de tournage qui a été utilisé pour représenter l'arène à l'écran. On part donc maintenant direction Hawaï. D'autres scènes autour de la corne d'abondance ont été tournées sur la plage paradisiaque de Kawela Bay. Et c'est aussi à Hawaï, dans la vallée de Waimea, que les scènes dans la forêt pleine de pièges ont pris vie. Ces lieux isolés ne sont pas accessibles au public, mais vous pouvez vous en approcher par quelques sentiers. Nous pouvons maintenant passer à l'arène de la 76e édition des Hunger Games. Et là, vous allez me dire, mais Amandine, il n'y a pas de 76e édition. Mais Amandine, il n'y a pas de 76e édition. Et vous avez bien raison de me faire cette remarque. Mais comme Finnick et Katniss le remarquent bien durant leur mission au Capitole dans le tome 3, tous les pièges posés là font quand même drôlement penser à une arène. Eh ouais. Mais si j'ai envie de vous en parler, c'est surtout parce que ces scènes-là ont été tournées, cocorico, en France. Paris. C'est vrai. Donc pas besoin de prendre l'avion pour visiter notre prochaine destination, le train suffira, voire seulement le RER-A pour les Parisiens qui nous écoutent. Je vous emmène à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, dans les espaces d'Abraxas. Abraxas, ça me fait toujours penser au démon dans Charmed, si vous avez la ref, voilà. je place ça au passage. Et donc ces espaces d'Abraxas, c'est un ensemble de bâtiments imposants au style unique qui fait penser à des décors de films dystopiques ou de science-fiction. C'est notamment là que Katniss et son escouade sont submergés par la grande vague de la substance noire. Mais attention si vous voulez visiter ces lieux, car ce sont des logements qui y sont. Donc pour ne pas déranger les habitants, je vous conseille d'y aller assez tôt le matin et de ne pas y rester trop longtemps. On part maintenant à Ivry-sur-Seine pour visiter les étoiles de Renaudie, avec la place Gérard-Philippe et la rue Raspail. Vous reconnaîtrez ici les rues du Capitole et la devanture de la boutique de Tigris. C'est cette rue-là où je voulais envoyer la vidéo du mec qui est pas content parce qu'il n'y a pas le château au bout. Oui. Ah oui. Oui, je crois que c'est celle-là. Et oui, effectivement, on a vu cette vidéo où quelqu'un raconte qu'il n'y a pas le château au bout parce que le château est à Saint-Hilarion, j'ai pas noté le nom. Oui, c'est dans une autre commune, mais c'est aussi en France. C'est ça. Et donc maintenant, on va visiter l'arène des 10e Jeux. On reste en Europe, mais on part direction la Pologne, dans la ville alors là, ça se prononce Wrocław, ça s'écrit W-R-O-C, une espèce de L barré, A-W. C'est Breslau en allemand, et auparavant c'était Vratislavie en français. C'est dans le Centennial Hall de cette ville, dont je ne prononcerai plus le nom, que l'on trouve l'arène.
C'est un bâtiment historique construit entre 1911 et 1913. On peut y voir un grand dôme avec des gradins. Pour les besoins du film, des images de synthèse ont été utilisées pour transformer le lieu. On peut visiter ce bâtiment, mais il faut bien regarder les disponibilités en avance parce qu'il peut être utilisé pour des événements comme des concerts ou des expositions. Et enfin, je vais vous parler du film à venir. La reine des 50e Hunger Games a pris vie l'été dernier pendant le tournage qui a eu lieu en Espagne. Dans la région des Asturies. Si l'été dernier, vous vous étiez baladé dans la Valle del Lago, dans le parc naturel du Somiedo, vous auriez pu apercevoir la mise en place de la corne d'abondance ainsi que des plateformes de départ des tribus. Cela a été le cas pour des randonneurs qui sont tombés dessus par hasard et qui ont fait une vidéo pour partager ce moment. Et même certains, pendant leur balade, ils sont allés à un village pas très loin et ils sont tombés sur les 2 acteurs principaux du film. Voilà. Ça nous arrive jamais dans la vraie vie, ça, à nous. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Le gars, il se promène et puis, oh tiens, un acteur. Je pense que ça doit arriver, mais quand même, c'est tellement improbable dans un lieu comme ça. Ouais, c'est vraiment... oui, isolé, surtout que tu t'y attends pas, là. Voilà, mon voyage est terminé, vous pouvez détacher vos ceintures. J'ai pas bougé de crotte alors. Moi, je te remercie pas parce que tu as rallongé ma liste de choses que je veux voir. Ah, merci. C'était super cool, ces petits lieux. Il va falloir mettre des cartes après. Ça fait voyager. Eh bien, nous voilà à la fin de cet épisode. Merci les filles, c'est toujours un plaisir d'enregistrer avec vous. Et surtout, merci beaucoup à toi, Hélène, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci à vous de m'avoir accueilli malgré ma voix cassée et les bêtises que j'ai pu dire. Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous? Évidemment. J'aurais juste préféré avoir une meilleure voix et être plus en forme pour profiter pleinement du moment, mais ce n'est que partie remise. Et est-ce que tu veux parler peut-être, redonner le nom du podcast, des endroits où les gens peuvent te suivre peut-être? C'est gentil. Donc le podcast c'est Retardis Experience que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes possibles et imaginables, YouTube, Spotify, Deezer, etc., etc. Et on fait un coucou à toute l'équipe. Coucou l'équipe. Coucou les copains. Merci également à nos auditeurs d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour faire découvrir notre podcast à plus de monde. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça nous fait très plaisir. Alors merci à tout le monde. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il serait pas le temps de trouver un petit nom de communauté? J'avais pas lu. C'est trop mignon. Est-ce qu'on attend des propositions? C'est les capitalistes. Je pense que si les auditeurs nous ont écoutés jusqu'au bout, ils peuvent nous laisser leurs propositions en commentaire. Chaud. Allez, on fait ça. Donnez-nous vos propositions. J'ai hâte de découvrir ça. Ça va être drôle. Ils vont nous donner des noms de chips. Ah non. Pas de pénis, s'il vous plaît. Attention, c'est le nom des auditeurs, ce serait leur propre nom. Hein. Salut les pénis. Oui, mais c'est eux qui vont devoir le dire. Non, à coup sûr, ça va finir en Pita Gang ou Club de Pita ou... Pita Gang. Ce sera l'hymne national, ça. En plus, on peut le jouer sur l'air de Soca Dance. Pita Gang. Pita Gang. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur Instagram pour échanger avec nous ou de nous envoyer un mail à lavoixdesgemoqueurs@gmail.com. On a reçu quelques messages qu'on va se faire un plaisir de vous partager. Alors déjà, on remercie les personnes qui ont écouté l'épisode 9, je crois. 8.
Et 8 jusqu'au bout. Et qui ont compris la consigne. Donc merci Sari et merci maman du coup. J'adore. Merci maman. Ensuite, on a Kassou qui nous dit « Bonjour, je viens de découvrir votre podcast et j'adore, mais je vais devoir arrêter un temps parce que j'ai pas encore lu tous les préquels, malheureusement, mais continuez parce que c'est incroyable et comme ça, quand j'ai fini ma lecture, je peux tout écouter d'une traite. En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast, j'en avais besoin. Belle journée à vous et j'ai l'impression que le sort vous est favorable. » Oh, trop chou. C'est très mignon. Merci. Trop mimes. Ensuite, on a quelques commentaires de Brouette. qui commente à chaque épisode. Ça fait très plaisir de voir ça. Oui. Puis alors en super nom aussi. Ouais. Alors, elle nous dit trop bien, ça veut me faire plaisir de me replonger dans Hunger Games, c'est mon livre préféré. Il a détrôné la saga Harry Potter dans mon cœur. Ça va pas être aussi léger que la fréquence, mais ça me rappelle plusieurs périodes de ma vie, donc ça me parle énormément. J'aime bien l'exercice de savoir où on vivrait dans Panem, et comme vous, j'aurais juste fui dans l'arène en espérant mourir avec le moins de souffrance possible. Pas avec les écureuils. Voilà. Voilà, on peut pas tout être des Katniss, c'est vrai. Elle nous dit également le blé et l'huile c'est pas l'idéal, mais si t'as très peu à manger c'est important quand même. J'ai vécu la pauvreté et on prend ce qu'on veut bien nous donner au resto du cœur, etc. Là c'est pareil mais plus. Pour l'huile, il doit y avoir des choses importantes pour la santé quand tu n'as pas de poisson ni matière grasse. J'ai un fils et quand il était bébé, la pédiatre nous disait que c'était important d'ajouter de l'huile dans ses plats, même les petits pots tout préparés. C'est un sujet qui revient beaucoup dans les commentaires, l'utilisation de l'huile. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut arrêter, je crois que ça va. Oui, je pense qu'on a trouvé assez d'utilité. C'est des gens qui nous écoutent au fur et à mesure, donc ils rajoutent encore des choses. Ou alors ça va devenir le fil rouge de tout du podcast. De l'huile. On a lancé un débat national, là, l'huile, important ou pas? Un podcast sur les Hunger Games, c'est les Hunger Games et l'huile. Bah voilà, on va les appeler comme ça, notre commu, les huiles. Les huiles. Les huiles essentielles. C'est trop mignon. Elle nous dit encore, c'est très compliqué pour Katniss d'être pleinement dans l'empathie avec sa mère, parce que même s'il y a des bonnes raisons et que ce n'est pas de sa faute, c'est elle qui est censée la protéger et s'occuper d'elle et de sa sœur. C'est vraiment dur à vivre quand on est enfant et qu'on se retrouve à endosser un rôle de parent avec son propre parent. En tant qu'enfant, on se dit que c'est pas juste parce que 1, on peut plus compter sur son aide et 2, on se retrouve à être le soutien moral du parent. Bah oui, complètement. Ouais. C'est clair que la santé mentale des joueurs gagnants, on s'en fiche, surtout que vous parlez de Finnick qui est forcé de vendre son corps aux femmes riches de Panem, donc bon, on va pas lui faire ça et lui demander d'aller chez le psy derrière. C'est pas faux, hein. Elle nous dit également qu'elle a fait le geste avec les doigts. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Et alors, elle a réussi ou pas? Ah, elle précise pas. Et écoute... On a ensuite Yuna Freya qui nous dit « Bonjour, je t'écris car j'aime beaucoup votre podcast et je voudrais rebondir sur 2 points. Déjà, je ne suis pas du tout Team Gale. » La précision pour avoir le droit de rentrer dans le cercle. Car il est toxique, mais je peux lui trouver des qualités. Déjà, c'est quelqu'un de fiable sur lequel Katniss a pu s'appuyer durant de nombreuses années. Dans un contexte d'oppression, il a toujours eu une conscience politique et révolutionnaire, ce qui n'est pas facile avec le matraquage du Capitole. Il a essayé de sauver le maximum de personnes du 12 en les évacuant lors de l'attaque à la bombe. Il prend une place importante dans le mouvement qui va renverser Snow. Ok, certaines décisions sont contestables, mais est-ce qu'on serait blanc comme neige si on avait subi un régime totalitaire durant 75 ans ? Clairement pas. C'est plus ou moins ce qu'on a dit. Ça rejoint les arguments de Sari un peu. Ouais. On est plutôt d'accord. Elle nous dit ensuite, pour la maman de Katniss, je pense qu'elle a dû déménager dans la Vienne par mépris de classe. Sûrement que ses parents l'ont reniée lorsqu'elle a voulu épouser quelqu'un socialement moins bien.
Et ce qui expliquerait aussi pourquoi les ponts ont été coupés avec le père de Pita. Sa femme ne devait sûrement pas aimer qu'il soit ami avec une personne de rang inférieur. Hunger Games est très politique et le mépris de classe est bien décrit, notamment quand on sait que les commerçants du 12 jouent du piano, ont des bons plats, y compris du pain. De même, je pense que toutes les personnes du Capitole ne sont pas riches, mais veulent le paraître, quitte à s'endetter pour ça. Le paraître est très important pour eux. Alors, je sais pas vous, mais je suis pas d'accord avec tout de mon côté. Ah ouais? Ben, moi, je vois pas les parents de la mère de Katniss avoir un mépris, je sais pas. Ah, je crois que le mépris vient plutôt de la classe marchande, Ouais. plus que de la veine. Ouais, ça aurait pu être les parents d'Astéride, et non pas Astérix. Bah ouais, mais je les vois pas, enfin, je sais pas. Bon, en fait, on les connaît pas, on sait Moi, j'imagine pas... pas trop ça, ouais. Ensuite, couper les points avec le père de Pita, oui, bah, sa femme, il n'y a pas trop de doute, je pense. Et par contre, le mépris de classe avec les commerçants, bah oui, les commerçants, ils ont un peu plus que les autres, mais on voit plus tard qu'ils sont pas non plus... Hyper riches non plus, quoi. Ils sont pas non plus comme au Capitole, quoi. Ils sont quand même... Oui, le père de Pita accepte bien les écureuils. Ouais, les écureuils. Ouais, c'est ça. De Katniss. J'avais pas vu que c'était ta maman qui avait commenté Astérix. Mais oui, si. C'est très drôle. Ah, je suis ravie de faire rire les gens. Merci à tous pour ces messages. On espère en avoir encore plus. On vous dit au revoir pour aujourd'hui et à dans 2 semaines. Réel ou pas réel? À dans 2 semaines. Bisous. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. Et bonne soirée tout le monde!